C'est une affaire hors norme, hein, on ne va pas se le cacher. Ça a été rappelé par le directeur d'enquête ce matin. Bien qu'on soit face à des personnes qui, a priori, ont une personnalité classique, un parcours de vie plutôt normal, eh bien, on est face à des faits qui sont monstrueux, qui ont été planifiés et qui étaient extrêmement déterminés dans leur projet criminel. Et ça, c'est quelque chose qui interroge énormément. Dans quel état d'esprit sont vos clients là, après cette matinée ? C'est extrêmement difficile, extrêmement douloureux, évidemment, puisque ils ont eu le détail de ce qu'ils ont su au fur et à mesure de la procédure, mais ça reste une blessure extrêmement vive, et ils ont vraiment hâte d'entendre enfin les explications des deux personnes qui ont ôté la vie des êtres qui leur étaient chers. Le terme duplicité est assez faible, et même trop faible pour caractériser Madame Montesino, qui a été entendue à 3 reprises avant d'être placée en garde à vue, qui à chaque fois a donné le compte face au service de gendarmerie, et qui a eu effectivement le toupet, je pense qu'on peut le dire, et qui a eu le cynisme d'être en lien avec la maman de Célia pour essayer de la réconforter, pour essayer de se mettre à sa place. Je pense que c'est aussi un élément qui démontre la personnalité de Madame Montesinos, qui est quand même capable de se montrer sous le jour le plus favorable pour essayer de tromper ceux à qui elle est confrontée. On a l'avantage dans le dossier d'avoir les échanges de SMS et de pouvoir toucher du doigt ce qu'a été le quotidien de M. Vidal avec Mme Montesinos et comment petit à petit celui-ci va monter dans les projets de Mme Montesinos. Les événements que j'ai soulignés interviennent au mois de septembre. On est encore 1 mois et demi avant les événements et on voit qu'elle simule un appel téléphonique de M. Orsaz et va mentir éhontément en lui faisant croire que lui aussi est menacé par M. Orsaz. Et c'est ainsi que petit à petit, on avance vers la catastrophe. Oui, très solide, oui, ça c'est clair, elle était protecteur avec moi, comme j'ai pu dire. Et puis le paradoxe, c'est qu'il avait très peur de cette femme. Mais à un point, à la limite, une peur panique. C'est pas quelque chose presque pas logique en fait. Non, pour moi, c'était pas logique. Et c'est mon grand frère, on va dire. Il a toujours été protecteur. Donc pour moi, un protecteur n'a pas peur. Surtout, je vais pas dire, c'est pas de misogyne de dire ça, surtout d'une femme. Mais d'après ce que je savais, c'est vrai que c'était très toxique. Et que pour moi, c'est une menthe religieuse. Et il avait peur aussi pour Célia. Oui, oui. Moi, il me l'a dit. Je suis le dernier de la fratrie à l'avoir vu. Il faisait son petit tour et il était monté chez ma sœur et quand il est reparti, il s'est arrêté chez moi. Et comme j'ai dit, il a voulu voir la tombe de mon père et de ma sœur, où on a été élevés avec les religieuses. Il a voulu voir mes enfants, ma femme actuelle, et il m'a dit quelque chose devant la maison de mes parents. Il m'a dit, s'il m'arrive quelque chose, ça sera à moi et à Célia. Ça sera Marie-Josée Montesinos. Et moi, j'ai relevé en disant, mais qu'est-ce que tu dis là, quoi? C'est des choses, ça sort de l'entendement. On l'avait dit plusieurs fois, on savait que c'était toxique. Part, déménage. Mais bon, c'est sûr que quand il a revu sa fille, il a eu la force. Sa fille lui a donné la force de vraiment quitter Marie-Josée. Et ce que votre sœur a dit aussi, ça m'a... Quand elle a dit « on ne quitte pas Montesinos ». Ah mais c'est exactement ça. Elle a raison, complètement. C'était son majordome. On l'a vu faire des choses qu'il ne faisait pas avant avec la maman de Célia ou quoi que ce soit. Voilà.